Voilà, merci Anne. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci au comité du colloque du mardi de nous avoir invités. Alors, pourquoi une dialyse personnalisée de précision? Vous pouvez très vite comprendre que si vous avez affaire à des jeunes patients qui développent subitement une insuffisance rénale terminale, on va essayer de privilégier leur espérance de vie. Mais en revanche, si vous avez affaire à des patients plus âgés, on va s'intéresser peut-être plus à leur qualité de vie et à leur autonomie. Alors, quelles sont les techniques de dialyse que nous avons à disposition? Nous avons d'abord des techniques de dialyse à domicile, que sont la dialyse péritonéale et l'hémodialyse à domicile, qui débutent tout juste en Suisse. Donc, ces techniques sont relativement peu usitées. Environ 10% des patients font de la dialyse péritonéale en Europe, un peu plus en Suisse, 13%. Et en centre, on fait de l'hémodialyse, dont le traitement d'hémodiafiltration que David Jack évoquera un peu plus tard dans le cadre de cet exposé. Si vous regardez les recommandations de bonne pratique, tant européennes qui datent de 2007 et celles anglaises qui sont un peu plus récentes, vous voyez que le traitement standard pour l'hémodialyse en centre, qui est donc qui occupe 90% de nos patients, c'est environ 3 fois 4 heures par semaine. Ça, c'est le traitement standard. C'est clair que vous pouvez quand même le moduler en fonction de si vous avez une fonction rénale résiduelle suffisante. Qu'est-ce qu'il en est en Suisse? Si vous prenez les données relativement récentes de 2023, vous voyez que 93% des patients en Suisse, lorsqu'ils font de l'hémodialyse en centre, ont 3 séances de dialyse par semaine. Alors, je reviens sur les personnes âgées. Un papier qui vient d'être publié tout récemment, en fait, s'est intéressé à qu'est-ce que veulent les patients âgés qui vont arriver en dialyse. C'est 327 patients ambulatoires qui avaient un GFR médian en dessous de 14 ml par minute, qui n'avaient jamais été dialysés ou transplantés dans leur passé et qui étaient donc suivis par des néphrologues. On leur a proposé de choisir entre différents scénarios qui prenaient en compte soit des dialysés en centre, soit des dialysés à la maison, qui prenaient en compte des fréquences de séances de dialyse différentes, une conservation de leur autonomie en étant je peux faire les activités de tous les jours sans problème, je peux faire 50% de ces activités ou je peux faire que 25% de ces activités, et des scénarios de survie à 2 ans de 20, 50 et 80%. Et les patients devaient moduler, on leur présentait plusieurs scénarios et devaient savoir quelles étaient leurs préférences. Et les résultats ont été assez intéressants. Évidemment, la plupart des patients acceptent de faire la dialyse pour autant que ça augmente leur survie, ce qui est une évidence. Mais vous voyez que l'intervalle de survie accepté par les patients est très très variable. Mais d'une manière générale, ces patients favorisaient la dialyse à domicile et moins de séances par semaine. Et 3 patterns se distinguaient dans cet article, dans ces patients. Un groupe, qui est à peu près la moitié de ce groupe, qui privilégiait avant tout la survie, donc qui était prêt à faire plus de séances de dialyse, être dialysé à l'hôpital. Un autre groupe qui voulait surtout éviter de dialyser à l'hôpital, et un autre groupe qui voulait surtout ne pas amener la maladie à la maison. Donc vous voyez, chez les personnes âgées, c'est primordial de pouvoir avoir une discussion préalable à la mise en dialyse pour savoir quelles sont leurs aspirations. D'autant plus, on le sait dans notre expérience, dans notre collectif que nous suivons depuis 2000, nous avons environ 27% de nos patients qui ont plus de 75 ans, et nous avons regardé quand ces patients étaient mis en dialyse en urgence, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été vus par un néphrologue 1 mois auparavant, avant la mise en dialyse, versus des patients qui avaient été suivis au minimum 1 mois avant la mise en dialyse par des néphrologues, et les résultats, tant sur la survie que sur les journées d'hospitalisation dans la première année de dialyse, sont assez univoques, avec une survie nettement diminuée pour les patients de plus de 75 ans qui n'ont pas été vus préalablement par un néphrologue, et une durée d'hospitalisation durant la première année qui est extrêmement importante. Donc, a fortiori, une diminution de leur qualité de vie. C'est pour ça que l'éducation thérapeutique est primordiale, et nous avons la chance d'avoir la docteure Anne Dufay, notre infirmière spécialiste clinique Pascal Le Fuel, qui voit les patients avant leur mise en dialyse et qui, grâce à des séances tant individuelles que collectives, peuvent expliquer à ces patients quelles sont les thérapeutiques possibles, en incluant bien sûr un traitement purement conservateur. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que 40% de ces patients, après ces séances,
eh ben, changent leur point de vue par rapport à un traitement d'épuration extra-rénale ou alors vont choisir un traitement, je dirais, plutôt conservateur. C'est d'autant plus important que quand vous regardez des données américaines, là ce sont des données de 7 centres de dialyse à Cleveland, vous voyez qu'un patient sur 5 va regretter d'avoir été mis en dialyse. Et ce regret d'être mis en dialyse, il peut être atténué si ces patients ont eu la chance de discuter avec leur néphrologue préalablement par rapport à leur espérance de vie et puis par rapport à leur aspiration quant au traitement. Alors, oui, il faut évoluer vers une dialyse orientée patient et on ne va pas passer en revue tout ce qu'il faudrait faire pour avoir la meilleure dialyse de précision, mais moi je vais vous parler de la dialyse à domicile. Pourquoi la dialyse à domicile? Parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est quand même un souhait d'environ un patient sur 4 de pouvoir bénéficier d'un traitement de dialyse à domicile. Mais le traitement de dialyse à domicile, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de nos politiques de système de santé, ça dépend des néphrologues et ça dépend des patients. Alors je ne vais pas passer en revue tous les items qui sont inscrits sur cette diapositive, mais juste me concentrer sur certains. Pour vous donner un exemple, l'hémodialyse à domicile avec les petites machines d'hémodialyse à domicile que vous voyez à gauche sur cette diapositive, ces machines sont des machines de dialyse qu'on appelle à bas débit de dialysa. Vous pouvez les transporter avec vous et elles ont révolutionné l'hémodialyse à domicile. Elles existent aux États-Unis depuis 15 ans. Elles existent en Europe depuis 10 ans. Et en Suisse, pour des questions bêtement assez curologiques, on a eu l'autorisation de les utiliser qu'à la fin de l'année 2024. Donc vous voyez les barrières institutionnelles auxquelles nous sommes confrontés. Concernant les néphrologues, c'est bien simple. Si les néphrologues, durant leur formation, n'ont pas été habitués à des techniques de dialyse à domicile, ils ne vont pas proposer ça à leurs patients. Ça, on le sait, c'est un grand frein pour le développement de la dialyse à domicile. Et concernant les patients, quel est le problème le plus important que nous avons en Suisse par rapport à la dialyse à domicile? Que ce soit la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse à domicile, eh ben, c'est le manque de place dans les appartements genevois. Parce qu'il faut imaginer que tous les 15 jours, vous devez apporter une palette de consommables pour vos techniques de dialyse. Et c'est ça qui nous freine le plus. Une autre barrière possible, c'est le proche aidant. Les patients ont besoin d'avoir un proche aidant lorsqu'ils font de la dialyse à domicile. Et c'est vrai que le proche aidant peut avoir très très peur d'importer la maladie de son conjoint ou de sa conjointe à domicile. Néanmoins, l'hémodialyse à domicile a vu un net regain d'intérêt depuis 2017. Si vous regardez les données américaines qui sont à gauche sur cette diapositive, vous voyez que, évidemment, chez les patients qui commencent la dialyse, il y en a très peu. Mais au bout d'une année d'hémodialyse en centre, vous avez comme un pourcentage non négligeable de patients qui va opter pour de l'hémodialyse à domicile. Et finalement, vous arrivez aux États-Unis à environ 2,5% de patients qui font de l'hémodialyse à domicile. En France, on voit le même phénomène avec un doublement des patients qui font de l'hémodialyse à domicile en 2015 et 2022. Et qu'est-ce qu'il en est en Suisse? Eh bien, en Suisse, notre premier patient que nous avons mis en hémodialyse à domicile, c'est décembre 2024. La dialyse à domicile, quels sont les résultats? Alors, il y a eu 2 méta-analyses qui ont été publiées en 2024, qui viennent de la Cochrane. La première méta-analyse s'est intéressée à comparer la dialyse péritonéale versus l'hémodialyse en centre. Et là, c'est vrai que malgré la prise en compte de 153 études, la plupart observationnelles, rétrospectives, avec de nombreux biais, avec seulement 2 essais randomisés contrôlés, la conclusion des auteurs était aussi assez univoque. Il n'y a pas d'évidence nette de supériorité d'une méthode par rapport à l'autre. Concernant l'hémodialyse à domicile, on a beaucoup moins d'études. Et la méta-analyse s'est intéressée à la comparer avec l'hémodialyse en centre. La conclusion des auteurs aussi, c'est que les études sont de trop mauvaise qualité pour vraiment mettre en évidence une supériorité de l'hémodialyse à domicile par rapport à l'hémodialyse en centre. Il y a comme une association avec moins de fatigue, une meilleure qualité de vie et moins de mortalité. Et quant au coût et efficacité de l'hémodialyse à domicile, il n'y a pas assez de données pour avoir des conclusions très claires. Et il ne faut pas oublier que la dialyse à domicile, que ce soit la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse, ça nécessite un investissement actif du patient. Il y a les problèmes de logistique que j'ai déjà mentionnés et il faut vraiment prendre en compte le burn-out du proche aidant qui peut être un véritable problème.
Et sur ce, je vais passer la parole à David qui va vous parler de dialyse incrémentale et de préservation de la fonction rénale résiduelle. Merci Patrick, donc c'est effectivement les deux sujets que je vais développer dans les dias qui suivent. Alors pour commencer, la fonction rénale résiduelle, qu'est-ce que c'est? Donc c'est défini de manière très simple, c'est la production d'une quantité significative d'urine. Alors significative, c'est une quantité qui est intéressante cliniquement. En général, il n'y a pas de définition complètement univoque, mais on admet que c'est à peu près 200 ml ou un verre. Et puis cette production d'urine, elle va avoir deux bénéfices qui sont finalement assez évidents. Le premier, c'est de mieux contrôler la volémie du patient puisqu'il élimine une certaine quantité d'eau et de soluté. Et puis le second, c'est d'éliminer de manière plus efficace les toxines urémiques par rapport à un patient qui n'urinerait pas. Puis le fait d'avoir cette production d'urine, eh bien, on peut en attendre des bénéfices secondaires, notamment, comme on le verra, le fait d'être possiblement moins exposé au traitement de dialyse lui-même, puisque le traitement de dialyse est pourvoyeur d'atteinte d'organes. Et je vous ai mis ici quelques exemples. Donc en bas à gauche, vous trouvez la réduction de la perfusion myocardique durant une séance de dialyse qui est assez nette. La même chose au milieu pour la diminution de la perfusion rénale durant une séance de dialyse. Et en haut à droite, c'est le même phénomène pour la perfusion cérébrale. Donc à plusieurs niveaux, on retrouve des atteintes d'organes manifestes durant les séances d'hémodialyse elles-mêmes. On a également des données cliniques qui nous montrent le bénéfice de préserver une certaine production d'urine. Et ici, vous avez une grande cohorte de quelques centaines de patients qui vous montrent qu'après 1 an de dialyse, les patients qui ont une production d'urine préservée ont un risque de mortalité qui est nettement moindre que les patients qui ont perdu leur fonction rénale résiduelle au cours de cette première année. Et vous voyez que le hazard ratio est ici à 0,7 à peu près, donc c'est une réduction très significative cliniquement de la mortalité chez ces patients qui produisent toujours de l'urine. Alors Patrick vous l'a indiqué, 3 fois 4 heures, c'est le schéma standard d'hémodialyse dans la plupart des pays. C'est considéré historiquement comme le gold standard. Dans les pays développés, ça reste considéré comme le traitement de choix. C'est un schéma qui a été soutenu pendant très longtemps par la plupart des guidelines nationales et internationales. Puis toutefois, on peut noter qu'on n'a pas de bonnes données cliniques qui auraient testé une dose inférieure d'hémodialyse par rapport à ce schéma standard de 3 fois 4 heures. Alors un schéma alternatif, ça pourrait être l'hémodialyse incrémentale. Donc l'hémodialyse incrémentale, c'est tout simple finalement, c'est qu'on adapte la dose d'hémodialyse à la fonction rénale résiduelle du patient et plus largement à son status clinique. Donc vous voyez sur le schéma à gauche et en bas, un patient qui arriverait en dialyse avec une certaine quantité d'urine préservée, eh bien on pourrait le dialyser 1-2 fois par semaine. Ensuite, avec le temps, ce patient perd sa fonction rénale résiduelle. On augmente l'intensité de la dialyse 3 voire 4 fois par semaine si nécessaire. Et puis peut-être plus tard, au cours de sa vie, quand on est en contexte palliatif ou de fin de vie, on pourrait à nouveau réduire l'intensité des séances à 1 fois par semaine éventuellement. Et vous voyez sur le petit schéma de droite que ce type d'approche permet aussi de traiter un plus grand nombre de patients avec les mêmes ressources. Alors en pratique, comment on prescrit une hémodialyse incrémentale? Le concept est assez simple. Au fur et à mesure que le patient va perdre sa fonction rénale, on va venir la substituer avec une dose croissante d'hémodialyse. Donc sur le graphe de gauche, vous voyez que chaque millilitre par minute de clairance endogène qui est perdu au cours du temps va être remplacé par une certaine quantité de doses de dialyse. Et puis à droite, c'est un petit tableau qui vous permet de guider la prescription. Donc admettons que votre patient ait 3,0 ml par minute de clairance, là sur la colonne de gauche. Eh bien, vous voyez que vous pouvez le dialyser 2 fois par semaine avec des séances de durée moyenne, ou alors vous pourriez le dialyser aussi 1 fois par semaine avec des séances un peu plus longues. Donc vous pouvez moduler ça un petit peu comme vous le souhaitez. Puis bien sûr, quand le patient devient anurique, il a 0 de clairance, et là, de toute évidence, il faudra le dialyser 3 fois par semaine si on veut être dans les cibles. Alors, est-ce qu'on a des expériences cliniques avec ça? Oui, les Italiens en ont beaucoup. Donc ça, c'est une série de nos collègues italiens des Pouilles qui ont beaucoup développé ce genre d'approche. Donc là, ils ont observé 200 patients qui ont été... c'est une série qui s'étale sur une vingtaine d'années. Et puis vous voyez sur le petit schéma de gauche, quand les patients initient la dialyse, il y en a une minorité finalement qui initiait dans leur centre par un schéma de 3 fois par semaine, et la majorité initiait à 1 ou 2 fois par semaine. Et puis l'autre point intéressant peut-être, c'est que si vous regardez à 2 ans, à 24 mois, là, il y a encore une proportion significative de patients qui dialysent 1 ou 2 fois par semaine. Et bien sûr, certains ont transitionné vers 3 fois par semaine. Alors globalement, avec tout ça, il n'y avait pas de différence de mortalité entre les groupes, mais ce n'était pas le but de l'étude, c'était une étude très descriptive. Puis les auteurs notent quand même qu'ils ont pu économiser 22 000 séances de dialyse sur les 20 ans d'observation avec cette stratégie d'hémodialyse incrémentale.
Alors nous, à Genève, on a aussi une bonne expérience de ce type de technique. Et donc à gauche, vous voyez la proportion de patients incidents qui commencent avec un schéma d'hémodialyse incrémentale chez nous à HUG. Donc vous voyez, cette proportion, elle a beaucoup augmenté, en particulier à partir de 2016. Là. 2020, c'était un petit peu particulier avec le Covid. Mais actuellement, on est probablement encore un peu plus haut que ça sur les dernières années. Et puis on a observé qu'avec ce type de stratégie, le temps de transition moyen de 2 fois vers 3 fois par semaine, c'était à peu près 9 à 10 mois. Et aussi, on a pu observer sur la courbe de survie là que les patients qui pouvaient initier avec un schéma de dialyse incrémentale de 2 fois par semaine, ils avaient un risque de mortalité qui était plus faible par rapport à ceux qui initiaient 3 fois par semaine d'emblée ou même qui initiaient en dialyse péritonéale. Donc ceci bien sûr avec toutes les limitations d'une série observationnelle. On a des données interventionnelles aussi pour ce type d'approche. Donc là, juste le caveat, c'est que ce sont deux essais randomisés contrôlés, mais des essais pilotes de faisabilité. Donc les Anglais ont initié l'un de ces essais. Ils ont pu montrer qu'ils ont réussi à inclure 17% de leurs patients incidents dans leur essai. C'était surtout ça l'élément intéressant de l'étude. Et les Américains, avec une étude assez similaire, ont pu inclure 26% de leurs patients incidents dans leur essai randomisé contrôlé. Il n'y avait pas de différence de mortalité, de nouveau, ce n'était pas le but de l'étude, c'était des études de faisabilité. Mais il y avait toutefois des signaux intéressants, notamment une réduction des hospitalisations dans le bras intervention, que ce soit pour l'étude anglaise ou l'étude américaine. Et ici, je vous ai mis un petit extrait du protocole de l'étude Real Life. Ça, c'est un essai randomisé contrôlé, assez large échelle en Europe. Il y a 25 centres à peu près. Et nous, depuis 2 mois environ à Genève, on inclut des patients dans cette étude, qui est assez simple. On screen tous les patients incidents qui débutent l'hémodialyse. Et puis, s'ils acceptent, on les randomise au bras contrôle d'une part, qui est un bras standard 3 fois par semaine, ou au bras incrémental. Et là, les patients commencent plutôt à 1 fois par semaine, et ensuite on augmente vers 2 puis 3 par semaine, en fonction de critères cliniques et paracliniques préétablis, bien sûr. Et je change un peu de sujet, je vous touche 2 mots sur l'épuration des moyennes molécules, toujours dans cette optique de dialyse orientée patient. Vous savez qu'avec l'hémodialyse conventionnelle, on épure principalement les petites molécules, et si on veut épurer les moyennes molécules, notamment la bêta-2 microglobuline et ce genre de substances, eh bien on se doit d'ajouter un mécanisme de convection avec un certain volume de convection, et cette technique correspond à l'hémodiafiltration. L'hémodiafiltration a été beaucoup testée dans différents essais randomisés contrôlés. Il y en a en tout cas 3 ou 4 qui sont globalement négatifs, hormis dans certains sous-groupes. Et donc le bénéfice en tout cas restait incertain, d'où la publication de cette étude Convince là, qui est sortie l'année passée dans le New England, qui a testé simplement l'hémodiafiltration par rapport à l'hémodialyse. C'est un essai européen avec un peu plus de 1000 patients au total. Puis vous voyez que dans cette étude, le résultat est assez clair. Il y a une réduction de la mortalité de toute cause dans le bras hémodiafiltration, donc un bénéfice assez net. Toutefois, les 2 limitations principales qu'on peut reprocher à cette étude, la première, c'est qu'il n'y avait pas de réduction de la mortalité cardiovasculaire, ce qui est un petit peu étonnant par rapport à la physiopathologie qu'on peut postuler, mais aussi par rapport aux données antérieures. Et puis le second point qui est peut-être le principal, c'est que les patients inclus dans cet essai ont été présélectionnés pour répondre favorablement à l'hémodiafiltration en quelque sorte. Et ce sont donc des résultats qui sont difficiles à généraliser à la population hémodialysée chronique qu'on aurait par exemple dans notre centre. Et puis juste ces dernières dias pour vous dire que j'ai trouvé intéressant que toujours dans cette même étude Convince, les scores de qualité de vie, simplement estimés au moyen de questionnaires ici, que ce soit physique ou cognitif, sont améliorés ou plutôt déclinent plus lentement dans le bras hémodiafiltration par rapport au bras hémodialyse standard. Et je repasse la parole à Patrick pour les dias de conclusion. Oui, merci David. Alors, voici une photographie de ce que nous faisons actuellement dans l'unité de dialyse aux HUG. Pour l'hémodialyse en centre, comme vous l'a expliqué David, nos patients débutent généralement en hémodialyse incrémentale et ils restent en hémodialyse incrémentale tant qu'ils remplissent les critères qui sont énoncés sur cette diapositive. Dès qu'ils passent à 3 séances par semaine, nous allons favoriser avant tout par défaut l'hémodiafiltration et cibler un volume de convection de 23 litres par séance pour pouvoir assurer une bonne épuration des moyennes molécules. Au tout début février 2025, vous voyez, nous avions 17 patients
en dialyse à domicile, la plupart évidemment en dialyse péritonéale, avec, comme vous voyez, 2 autres patients qui sont en préparation pour de l'hémodialyse à domicile et 53 patients ambulatoires en hémodialyse en centre. Donc un patient sur 4 chez nous est en dialyse à domicile, c'est ce qu'il faut retenir. Et sur ces patients qui sont en hémodialyse en centre, vous voyez qu'environ 16 patients ont des fréquences de séances de dialyse inférieures à 3 par semaine. Donc aussi un patient sur 4. Alors, les messages de notre présentation qu'il faut retenir, ils sont assez simples, c'est que le choix d'une méthode de dialyse, il va dépendre avant tout du processus de décision partagée qui doit être centré sur ce que veut le patient avant tout. Et évidemment, les critères cliniques vont moduler ce choix. La dialyse à domicile, il faut y penser, c'est une alternative possible à la dialyse en centre lorsque le patient le désire et lorsque le contexte clinique évidemment s'y prête. Et comme l'a bien expliqué David, la prise en compte de la fonction rénale résiduelle de la prescription de dialyse est très importante. Et c'est le changement de paradigme, c'est que nous, on adapte la dialyse à la fonction rénale résiduelle, tandis qu'auparavant, on dialysait les patients d'une manière un petit peu, excusez-moi le terme, industrielle, et s'ils conservaient une fonction rénale résiduelle, eh bien, c'était tant mieux pour eux. Alors, quel va être l'avenir de la dialyse ? Honnêtement, nous ne savons pas, parce qu'il y a quand même 2 phénomènes importants qui sont en train de se passer depuis en tout cas une dizaine d'années pour les nouvelles molécules néphroprotectrices, et on voit que l'incidence de l'insuffisance rénale terminale, elle commence à plafonner dans beaucoup de pays, parce que l'utilisation des glyphosines, l'utilisation des gels paragonistes et des nouveaux antagonistes minéralocorticoïdes permettent de stabiliser la fonction rénale chez beaucoup de patients qui sont au stade 4, même 5 avant la dialyse. Et puis, en aval du traitement de dialyse, vous avez l'essor de la xénotransplantation. Alors, ça va extrêmement vite, ce n'est pas notre domaine, mais je vous mentionne quand même que août 2023, première transplantation d'un rein de cochon sur un receveur cadavérique. Mais mars 2024, première transplantation rénale d'un rein de cochon chez un receveur vivant qui a vécu 2 mois. Et d'ailleurs, dans l'article qui relate cette transplantation, elle vient d'être publiée dans le New England le 7 février. Et depuis, il y a eu 3-4 patients qui, dans le cadre d'approches compassionnelles, ont pu bénéficier de xénotransplantation de rein de cochon, dont une femme qui vit actuellement depuis plus de 2 mois. Et on vient d'apprendre au tout début de ce mois que la FDA autorise un essai clinique, proof of concept, avec 6 patients. Donc vous voyez, ça va extrêmement vite. Alors, je pense que c'est quand même des thérapeutiques d'avenir, mais on ne peut pas préjuger que dans 10 ans ou dans 15 ans, cette méthode devienne d'utilisation courante chez nos patients. Alors, qu'est-ce que va devenir la dialyse ? Quels patients nous allons dialyser dans l'avenir ? Quel va être le type de dialyse que nous allons favoriser ? Une dialyse en centre ou une dialyse à domicile ? Et puis, il ne faut pas oublier que nos unités de dialyse sont des unités extrêmement énergivores et que nous allons avoir des contraintes liées au changement climatique et nous allons devoir opter de plus en plus vers une dialyse de plus en plus verte. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et nous sommes prêts pour répondre à vos questions.